Toutes ces circonstances sont en effet bien bizarres, dit M. Utterson, mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître Poole est sans nul doute atteint d'une de ces maladies qui torturent à la fois et défigurent leurs victimes. De là, selon toute probabilité, l'altération de sa voix. De là le masque et son éloignement de ses amis. De là son anxiété de trouver ce produit grâce auquel la pauvre âme garde l'espoir d'une guérison finale. Dieu fasse que cet espoir ne soit pas trompé. Voilà mon explication. Elle est suffisamment triste, Poole, voire affreuse à envisager, mais elle est simple et naturelle. Elle est cohérente, et elle nous délivre de toutes craintes exagérées. Monsieur, dit le maître d'hôtel, envahi d'une pâleur livide, cet être n'était pas mon maître, et voilà la vérité. Mon maître, et ce disant, il regarda autour de lui et baissa la voix, est un homme grand et bien fait, et celui-ci était une sorte de nabot. Utterson voulut protester. « Oh, monsieur !» s'écria Poole, « croyez-vous que je ne connaisse pas mon maître au bout de 20 ans? Croyez-vous que je ne sache pas à quelle hauteur sa tête arrive dans l'encadrement de la porte du cabinet où je l'ai vu chaque matin de ma vie? Non, monsieur, jamais. Cet être au masque n'était pas le docteur Jekyll, et c'est mon intime conviction qu'il y a eu assassinat. » Poole, répliqua le notaire, dès lors que vous dites cela, je vais me trouver dans l'obligation de m'en assurer. Malgré tout mon désir de ménager les sentiments de votre maître, malgré tous mes doutes en présence de ce billet qui semble prouver qu'il est encore vivant, je dois considérer comme de mon devoir de forcer cette porte. « Ah, monsieur Utterson, voilà qui est parlé !» s'écria le maître d'hôtel. « Et maintenant passons à une autre question, » reprit Utterson. « Qui va s'en charger ?»« Mais vous et moi, monsieur, » répliqua l'autre sans sourciller. « Très bien dit, » déclara le notaire. Et quoi qu'il en résulte, je saurai faire en sorte que vous n'y perdiez rien. Il y a une hache dans l'amphithéâtre, continua Poole, et vous pourriez prendre pour vous le tisonnier de la cuisine. Le notaire s'empara de cet outil grossier mais pesant, et le brandit. Savez-vous, Poole, dit-il en levant les yeux, que nous allons, vous et moi, nous exposer à un certain danger? Certes, monsieur, vous pouvez bien le dire, répondit le maître d'hôtel. Il vaut donc mieux parler franc. Nous en savons l'un et l'autre plus long que nous n'en avons dit. Ne nous cachons plus rien. Cet individu masqué que vous avez vu, l'avez-vous reconnu? Ma foi, monsieur, cela s'est fait si vite, et cette créature était tellement courbée en deux que je n'en jurerais pas, mais si vous voulez dire, était-ce monsieur Hyde? Eh bien, oui, je crois que c'était lui. Voyez-vous, il était à peu près de la même carrure, et il avait la même démarche leste et agile. Et d'ailleurs, qui d'autre aurait pu s'introduire par la porte du laboratoire? N'oubliez pas, monsieur, que lors du crime, il avait encore la clé sur lui, mais ce n'est pas tout. Je ne sais, monsieur Utterson, si vous avez jamais rencontré ce monsieur Hyde. Si fait, répliqua le notaire, j'ai causé une fois avec lui. En ce cas, vous devez savoir aussi bien que nous tous que ce gentleman avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui vous retournait. Je ne sais vraiment pas m'expliquer autrement que ceci. On se sentait devant lui comme un vide et un froid dans les moelles. J'avoue que j'ai éprouvé un peu ce que vous dites là, fit M. Utterson. Vous y êtes, monsieur. Eh bien, quand cette créature masquée a jailli, tel un singe, d'entre les produits chimiques et a filé dans le cabinet, c'est comme de la glace qui m'est descendue le long de l'échine. Oh, je sais bien que ce n'est pas une preuve, monsieur Utterson. Je suis assez instruit pour cela. Mais on a sa petite jugeote, et je vous jure sur la Bible que c'était là, monsieur Hyde. Soit, dit le notaire, mes craintes m'inclinent à le croire aussi. Du mal, j'en ai peur. Il ne pouvait sortir que du mal de cette relation. Si fait vraiment, je vous crois. Je crois que ce pauvre Harry a été tué. Et je crois que son assassin, dans quel but Dieu seul pourrait le dire, s'attarde encore dans la demeure de sa victime. Eh bien, nous lui apporterons la vengeance. Faites venir Bradshaw. Le valet désigné arriva, très pâle et énervé. « Remettez-vous, Bradshaw, » lui dit le notaire. « Cette attente, je le sais, vous est pénible à tous. Mais nous avons pris la résolution d'en finir. Poole et moi, nous allons pénétrer de vive force dans le cabinet. Si tout est en règle, j'ai assez bon dos pour supporter la responsabilité. Cependant, de crainte qu'il n'y ait réellement du mauvais, ou qu'un malfaiteur ne tente de s'échapper par les derrières, vous ferez le tour par le coin avec le marmiton, muni d'une bonne trique chacun. Et vous vous posterez à la porte du laboratoire.
Nous vous laissons 10 minutes pour prendre vos dispositions. » Tandis que Bradshaw s'éloignait, le notaire, consultant sa montre, ajouta « Et maintenant, Poole, prenons les nôtres. » Et emportant le tisonnier sous son bras, il s'avança le premier dans la cour. Les nuages s'étaient amoncelés devant la lune, et il faisait à cette heure tout à fait noir. Le vent, qui n'arrivait au fond de ce puits de bâtiment que par bouffées intermittentes, faisait vaciller la flamme de la bougie. Mais enfin, ils arrivèrent dans l'abri de l'amphithéâtre, où ils s'assirent pour attendre en silence. La rumeur grandiose de Londres s'élevait de toutes parts, mais à proximité immédiate, le silence n'était interrompu que par le bruit d'un pas allant et venant sur le parquet du cabinet. « C'est ainsi qu'il marche toute la journée, monsieur, » chuchota Poole. « Oui, et voire la plus grande partie de la nuit. Il n'y a un peu de répit que quand il reçoit un nouvel échantillon de chez le droguiste. Ah, il faut une bien mauvaise conscience pour être ainsi ennemi du repos. Ah, monsieur, dans chacun de ces pas, il y a du sang traîtreusement répandu. Mais écoutez encore, d'un peu plus près. Et dites-moi, monsieur Utterson, du fond du cœur, est-ce l'allure du docteur? » Les pas résonnaient furtifs et légers, et quasi dansants malgré leur lenteur. Ils différaient complètement de la marche pesante et sonore de Henry Jekyll. Utterson poussa un soupir et demanda « Est-ce qu'on n'entend jamais rien d'autre ?» Poole fit un signe affirmatif et répondit « Si, une fois. Une fois, je l'ai entendu pleurer. »« Pleurer? Comment cela ?» reprit le notaire, envahi tout à coup d'un frisson d'horreur. « Pleurer comme une femme ou comme une âme en peine, » répondit le maître d'hôtel. « Quand je suis parti, cela m'est resté sur le cœur, si bien que j'en aurais pleuré aussi. » Mais les 10 minutes tiraient à leur fin. Poole sortit la hache de dessous un tas de paille d'emballage. On déposa le bougeoir sur la table la plus proche, afin d'y voir clair pour l'attaque. Et, retenant leur souffle, tous deux s'approchèrent du lieu où ce pas inlassable allait sans cesse de long en large et de large en long dans le calme de la nuit. « Jekyll !» appela Utterson d'une voix forte. « Je demande à vous voir. » Il se tut quelques instants, mais ne reçut pas de réponse. Il reprit. « Je vous en préviens tout net. Nos soupçons sont éveillés. Il faut que je vous voie, et je vous verrai. Si ce n'est par la persuasion, ce sera autrement. Si ce n'est de votre bon gré, ce sera par la violence. »« Utterson !» cria la voix. « Pour l'amour de Dieu, ayez pitié. » Ah, ce n'est pas la voix de Jekyll. C'est celle de Hyde, s'écria Utterson. « Enfoncez la porte, Poole. » Poole balança la hache par-dessus son épaule. Sous le coup, le bâtiment retentit, et la porte à serge rouge rebondit contre la serrure et les gonds. Du cabinet jaillit un hurlement de détresse, d'une épouvante tout animale. La hache se releva de nouveau, et de nouveau les panneaux craquèrent et l'encadrement sursauta. À 4 reprises le coup retomba, mais le bois était dur, et la menuiserie solide. Ce fut seulement au 5e que la serrure disjointe s'arracha et que les débris de la porte s'abattirent à l'intérieur sur le tapis. Les assiégeants, intimidés par leur propre tapage et par le silence qui lui avait succédé, hésitèrent un peu et regardèrent dans le cabinet qui s'étalait sous leurs yeux à la paisible lumière de la lampe. Un bon feu clair pétillait dans l'âtre, la bouilloire chantonnait son léger refrain, on voyait 2 ou 3 tiroirs ouverts, des papiers disposés en ordre sur la table de travail, et tout près du feu, le nécessaire préparé pour le thé. On eût dit l'intérieur le plus tranquille, et, à part les étagères vitrées pleines d'instruments de chimie, le plus banal qu'il y eût ce soir-là dans tout Londres. Au beau milieu, gisait le corps d'un homme tordu par l'agonie et encore palpitant. Ils s'approchèrent à pas légers, le retournèrent sur le dos,
et reconnurent les traits de M. Hyde. Il était vêtu d'habits beaucoup trop grands pour lui, d'habits faits à la taille du docteur. Les muscles de son visage vibraient encore d'une apparence de vie, mais la vie elle-même l'avait bien abandonné. La fiole broyée qu'il tenait encore, avec l'odeur d'amandes amères qui flottait dans la pièce, révéla à Utterson qu'il avait devant lui le cadavre d'un suicidé. « Nous sommes arrivés trop tard, dit-il d'un ton sévère, aussi bien pour sauver que pour punir. Hyde est allé trouver son juge. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le corps de votre maître. » La portion du bâtiment de beaucoup la plus importante était occupée par l'amphithéâtre, qui constituait presque tout le rez-de-chaussée et recevait le jour d'en haut, et par le cabinet, qui formait le premier étage à un bout et prenait vue sur la cour. Un corridor reliait l'amphithéâtre à la porte donnant sur la petite rue. En outre, le cabinet communiquait séparément avec celle-ci par un second escalier. Il y avait aussi plusieurs réduits obscurs et une vaste cave. Tout cela fut alors minutieusement passé en revue. Chaque réduit n'exigea qu'un coup d'œil, car tous étaient vides, et, à voir la poussière qui tombait de leurs portes, aucun d'eux n'avait de longtemps été ouvert. La cave, il est vrai, était encombrée d'un amas d'objets hétéroclites, datant pour la plupart de l'époque du chirurgien prédécesseur de Jekyll, mais rien qu'en ouvrant la porte, ils furent avertis de l'inutilité de plus amples recherches, par la chute d'un revêtement compact de toile d'araignée qui avait depuis des ans condamné l'entrée. Nulle part on ne voyait trace de Henry Jekyll, ni mort, ni vivant. Poole frappa du pied les dalles du corridor. « Il doit être enterré là, dit-il en prêtant l'oreille à la résonance. « À moins qu'il ne se soit enfui, dit Utterson. » Et il s'en alla examiner la porte de la petite rue. Elle était fermée de l'intérieur, et tout auprès, gisant sur les dalles, se trouvait la clé, déjà tachée de rouille. « Elle n'a pas l'air de servir beaucoup, » remarqua le notaire. « De servir ?» répéta Poole. « Ne voyez-vous donc pas, monsieur, qu'elle est brisée comme si quelqu'un avait donné un coup de talon dessus ?»« C'est juste, fit Utterson, et même les cassures sont rouillées. » Les deux hommes s'entre-regardèrent, ébahis. « Ceci me dépasse, Poole, dit le notaire. Retournons dans le cabinet. » Ils gravirent l'escalier en silence, et, non sans jeter par intervalles au cadavre un regard terrifié, se mirent à examiner plus en détail le contenu de la pièce. Sur une table se voyaient des traces d'opérations chimiques. Plusieurs tas dosés d'un sel blanchâtre étaient préparés sur des soucoupes de verre, comme pour une expérience au milieu de laquelle le malheureux avait été interrompu. « C'est là ce même produit que j'allais tout le temps lui chercher, dit Poole. » Et il n'avait pas achevé sa phrase que la bouilloire déborda à grand bruit. Ceci les amena vers la cheminée, auprès de laquelle le fauteuil était frileusement tiré, avec le nécessaire à thé tout disposé à portée de la main, jusqu'à la tasse garnie de sucre. Un rayonnage supportait quelques volumes. L'un d'eux gisait ouvert à côté du plateau à thé, et Utterson y reconnut avec stupeur un exemplaire d'un ouvrage édifiant, pour lequel Jekyll avait maintes fois exprimé une vive estime, et qui se trouvait ici annoté de scandaleux blasphèmes, écrits de sa propre main. Continuant de passer en revue la pièce, les deux perquisiteurs arrivèrent à la psyché, et ils regardèrent dans ses profondeurs avec un effroi involontaire. Mais elle était tournée de façon à ne leur montrer que la rose lueur se jouant au plafond, le feu scintillant en multiples reflets sur les vitres des étagères, et leurs propres physionomies pâles et terrifiées, penchées sur leur image. « Ce miroir a vu d'étranges choses, monsieur, » chuchota Poole. « Il ne peut avoir rien vu de plus étrange que lui-même, » répliqua le notaire sur le même ton. « Car que faisait Jekyll ?» Il s'interrompit avec un sursaut, et puis surmontant sa faiblesse, quel besoin d'une psyché pouvait bien avoir Jekyll? « Vous avez raison de le dire, » dit Poole. Ils s'occupèrent ensuite de la table de travail. Sur le pupitre, au milieu des papiers rangés avec soin, s'étalait par-dessus tout une grande enveloppe qui portait, écrit de la main du docteur, le nom de M. Utterson. Le notaire la décacheta, et plusieurs plis s'en échappèrent et tombèrent sur le plancher. Le premier contenait une déclaration rédigée dans les mêmes termes extravagants que celle restituée 6 mois plus tôt,
est destiné à servir de testament en cas de mort et d'acte de donation en cas de disparition. Mais remplaçant le nom de Hyde, le notaire y lut avec un étonnement indescriptible le nom de Gabriel John Utterson. Il regarda successivement Poole, puis de nouveau le papier, et enfin le défunt criminel étendu sur le parquet. « La tête m'en tourne, dit-il. Il a eu ceci à sa disposition tous ces derniers jours. Il n'avait aucune raison de m'aimer. Il devait être furieux de se voir évincé, et il n'a pas détruit ce document. » Il passa au pli suivant. C'était un court billet de la main du docteur et daté dans le haut. « Oh, Poole !» s'écria le notaire. « Il était ici, et vivant, aujourd'hui même. On ne peut l'avoir fait disparaître en aussi peu de temps. Il doit être encore vivant, il doit s'être enfui. Au reste, pourquoi fuir, et comment? Et dans ce cas, peut-on se hasarder à appeler cela un suicide? Oh, il nous faut être circonspects. Je pressens que nous pouvons encore entraîner votre maître dans quelque déplorable catastrophe. »« Pourquoi ne lisez-vous pas, monsieur ?» demanda Poole. « Parce que j'ai peur, » répondit le notaire, d'un ton tragique. « Dieu veuille que je n'en ai pas de motif. » Et là-dessus, il approcha le papier de ses yeux et lut ce qui suit. « Mon cher Utterson, lorsque ce mot tombera entre vos mains, j'aurai disparu, d'une façon que je n'ai pas la clairvoyance de prévoir. Mais mon instinct, comme la nature de la situation sans nom dans laquelle je me trouve, me disent que ma fin est assurée et qu'elle ne tardera plus. Adieu donc, et lisez d'abord le récit que Lennion m'a promis de vous faire parvenir. Puis, si vous désirez en savoir davantage, passez à la confession de votre ami indigne et infortuné, Henry Jekyll. »« Il y avait un troisième pli ?» demanda Utterson. « Le voici, monsieur, » répondit Poole, et il lui tendit un paquet volumineux revêtu de plusieurs cachets. Le notaire le mit dans sa poche. « Je ne parlerai pas de ce papier. Que votre maître ait fui ou qu'il soit mort, nous pouvons du moins sauver sa réputation. Il est maintenant 10 heures. Je vais rentrer chez moi et lire en paix ces documents. Mais je serai de retour avant minuit. C'est alors que nous enverrons chercher la police. » Ils sortirent, renfermant à clé derrière eux la porte de l'amphithéâtre. Et Utterson, laissant encore une fois les serviteurs réunis autour du feu dans le vestibule, se rendit à son bureau pour lire les 2 récits où il devait enfin trouver l'explication du mystère.